Ça serait quelles difficultés vous avez rencontrées pour réapprendre à faire certains mouvements et lesquels restent les plus durs? Alors oui, il y a forcément des difficultés. La première des difficultés, en fait, c'est simplement déjà d'accepter le handicap, d'accepter à vivre avec. Parce que si mentalement et moralement, vous n'êtes pas prêt, pas disponible, ça peut être un petit peu complexe. Donc ça, c'est la première des choses. Et après, faut tout simplement en fait réapprendre à marcher, réapprendre à vivre au quotidien. Donc la première des choses, c'est d'apprendre à se débrouiller sans la prothèse. Donc pour moi, ça n'a pas forcément été un problème. Sur ça, je me suis assez vite débrouillée et ça a été assez facile. Après, la deuxième des choses, c'est de réapprendre à marcher. Donc en fait là ce qui est compliqué c'est d'apprendre à marcher alors que vous ne sentez pas le pied, que vous ne sentez pas le sol quand vous posez. Donc il faut faire totalement confiance à la prothèse et au début c'est vrai que c'est un petit peu particulier. Donc voilà, donc ça c'était la deuxième chose. Et ce qui est le plus complexe en fait c'est d'apprendre à monter un escalier. Donc ça c'est vrai que c'est quelque chose d'assez particulier parce que voilà on n'a aucune sensation, parce que si on voit pas le pied on ne sait pas où il se pose et puis c'est assez angoissant de monter les marches. D'accord. Ma deuxième question ça serait pourquoi est-ce que vous avez choisi votre sport en particulier? Alors moi j'ai pas choisi ce sport-là après mon accident puisque c'était un sport que je pratiquais depuis très longtemps maintenant. Je le pratiquais depuis l'âge de 6 ans. J'ai choisi ce sport-là parce que ma sœur voulait le pratiquer et elle voulait pas le faire toute seule. Donc c'est juste pour ça que je l'ai accompagnée finalement dans cette aventure. Et puis au fil du temps c'est vraiment devenu un sport que j'adorais, que j'aimais et c'est pour ça que je l'ai continué. D'accord. Et votre sœur elle a continué avec vous aussi? Non, elle s'est arrêtée à l'âge de 15 ans. Ma sœur, voilà, s'est tournée vers d'autres choses. Mais à la base, c'était pour elle que j'avais commencé ce sport-là. D'accord. Est-ce que vous avez pu remarquer une perte de force après votre handicap ou... Enfin, vous avez un peu répondu dans la première question, mais du coup... j'imagine que c'est plus compliqué pour courir quand on sent pas sa jambe. En fait, il y a ce côté-là où courir avec une jambe en moins est effectivement plus compliqué, mais c'est aussi qu'on a en fait une perte musculaire du côté du membre lésé qui fait que voilà on a moins de force, que il faut arriver à compenser, il faut arriver à éviter que toute la force en fait soit reportée sur le côté sain. Donc tout ça c'est un travail en fait de rééquilibration et de confiance à faire progressivement. D'accord. Seul ou que vous avez fait avec des médecins? On l'a fait avec le kiné, on l'a fait avec mes entraîneurs de l'époque qui m'ont aidé à me rééduquer en piscine. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose qu'on ne fait pas seul parce que c'est très particulier et ça demande énormément de temps et ça demande simplement d'être entouré de gens en qui on a confiance. Et du coup, j'imagine que vous n'avez pas les mêmes sensations physiques après un effort qu'avant quand vous aviez... Sur ça, on a les mêmes choses. Après, la fatigue s'installe forcément un petit peu différemment, puisqu'elle s'installe pas sur tous les groupes musculaires de la jambe handi, puisqu'on n'a pas tous les groupes musculaires. Mais sinon, si, en fait, on a quand même la même fatigue et les mêmes ressentis pour la plupart, en fait, même si on est sur un côté lésé. Et du coup, est-ce que vous avez une alimentation, des entraînements ou des tenues spéciales? Pas lié au handicap. Ça va être lié en fait à la discipline. À la discipline, au fait d'être sportif de haut niveau, mais ça n'a pas de lien en fait avec. Pas de différence avec des sportifs qu'on dirait valides? Non, en tout cas pas sur le thème qui était abordé. D'accord. La question que je me pose depuis assez longtemps, c'est est-ce qu'il y a une différence c'est quoi les réelles différences entre une prothèse sportive et une prothèse quotidienne? Alors la prothèse quotidienne en fait va ressembler
va ressembler à une jambe valide. Elle va avoir un talon, elle va avoir l'emboîture, donc qui est la coque dans laquelle on met le moignon, qui relie un tube en métal qui relie un pied, pour que ça ait l'esthétisme d'une jambe et la stabilité en fait pour marcher au quotidien. Après, une lame de course, vous n'avez pas du tout de dispositif de talon. C'est vraiment fait pour courir. Donc on a une zone de contact qui est pas du tout celle d'un pied. La zone de contact au sol est beaucoup plus réduite que sur une prothèse de ville, ce qui explique pourquoi on a si peu de stabilité. Et après la forme est pas du tout la même, puisque ce qu'on attend en fait de la prothèse de sport, c'est qu'elle soit performante, qu'elle fonctionne comme un ressort, et non pas qu'elle soit en fait jolie ou voilà. C'est un peu ça les différences. Est-ce que vous savez en quoi elles sont faites vos deux différentes prothèses? Elles sont faites en carbone, que ce soit la prothèse de ville ou la prothèse de sport. Voilà, c'est des prothèses qui ont une majorité de carbone. La prothèse de sport est totalement faite de carbone, de l'emboîture jusqu'à la lame. Pour la prothèse de ville, c'est un peu différent. Il y a une partie qui va être en métal, comme je le disais tout à l'heure. D'accord. Est-ce que vous avez eu plusieurs choix de forme ou de marque de prothèses? De marque, non, j'ai toujours travaillé avec la même marque. Et de forme, on va plutôt parler de modèle. Ouais. J'ai eu 2 modèles différents, donc j'ai changé le modèle que j'utilisais en 2012-2013, parce qu'il y a un nouveau modèle qui est sorti. Et en fait, j'ai utilisé ce modèle-là parce que moi, il me semblait plus pertinent. Il y avait pour une même action musculaire, en fait, on avait une restitution complète de l'énergie, un peu plus complète, et ça permet donc si pour une même action musculaire, on a plus de restitution d'énergie, finalement, au final, de créer plus de performance. D'accord. Selon vous, ce serait quoi la prothèse idéale? Ce serait une prothèse plutôt légère ou plutôt plus flexible? Alors, la légèreté n'est pas forcément quelque chose d'essentiel pour nous. Hein. L'important, c'est plutôt que la prothèse, voilà, elle renvoie l'énergie dont on a besoin. Mais en soi, c'est pas sa légèreté, parce que si elle fait un poids qui est trop léger, on va pas la sentir de façon correcte, et du coup, elle sera plus difficilement contrôlable. Donc, c'est vrai qu'on aime bien qu'elle fasse quand même un certain poids. Après, ouais, la prothèse idéale, c'est une prothèse qui tient bien, qui n'entraîne pas de douleur, qui restitue l'énergie comme on en a besoin, et qui est facilement mettable et retirable. Je pense que ça, c'est des critères qui sont importants, et surtout qu'il y a très très peu de déperdition d'énergie. Ça, c'est vraiment une recherche qui est importante. Est-ce qu'il y a des différences selon les moyens financiers? Est-ce qu'une prothèse moins chère serait moins efficace ou moins pratique? Je sais pas. Après, en fait, il y a tellement peu il y a tellement peu de marques différentes sur le métier que c'est difficile de parler comme ça. Après, voilà, pour l'instant, on n'a que deux fournisseurs au monde qui tiennent la route. Ah ouais? Donc ça conditionne aussi en fait notre capacité à avoir différentes prothèses. Donc c'est pas forcément le prix qui va limiter l'accessibilité à la prothèse, mais plutôt la quantité de modèles disponibles au niveau international. D'accord. Vous savez où est-ce qu'elles sont produites principalement, les prothèses, ou pas du tout? Alors moi, avec mon fournisseur, elles sont produites en Islande. C'est une société islandaise. D'accord. Une réglementation particulière pour participer à des compétitions officielles, pour les prothèses, je parle. Non, il n'y a pas de réglementation particulière. Après, il y a pour les doubles amputés, on va avoir en fait une taille maximale à pas dépasser en fonction de la taille des autres segments. Mais sinon, nous, on n'a pas de réglementation particulière, si ce n'est d'être ce qu'on appelle classifié, c'est-à-dire reconnu dans telle ou telle catégorie de handicap. Et c'est le fait d'être reconnu dans les différentes catégories de handicap qui nous permet
d'avoir le droit de participer, voilà, selon les différentes catégories. D'accord. Vous diriez qu'une personne en situation de handicap, elle a des limites physiques? Elle en a forcément. Après, elle n'a pas forcément les mêmes que quand elle était valide. Ça, c'est une réalité. Voilà, c'est différent, c'est propre à chacun. Mais l'idée, c'est de comprendre quelles sont ses vraies limites entre les limites qui sont celles que l'on pense avoir parce que on appartient à telle ou telle famille de handicap. Après, voilà, l'idée, c'est d'aller chercher ses propres limites, ses limites réelles et non pas celles que le qu'en dira-t-on aimerait nous imposer. Et pour ça, le sport est un très bon outil. D'accord. Est-ce que vous avez déjà pensé que votre handicap, ça allait être un frein à votre passion ou votre carrière? À ma passion, à ma carrière de sportive de haut niveau, non. Par contre, ça en a été un par rapport à ma carrière professionnelle, puisqu'à l'époque, je voulais être sapeur-pompier professionnel. Ah oui, d'accord. Et est-ce qu'il y a une phrase qui vous a fait surmonter cet obstacle, ce doute? La phrase qu'on aime bien utiliser et qui a fait partie d'une campagne de t-shirt pour m'aider à payer mes premières prothèses, c'est fait de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité. Ouais, pas mal. Ok. Est-ce que votre handicap il vous a fait oublier certains complexes physiques que vous aviez avant? Non, les complexes physiques que j'avais avant sont toujours aussi présents malgré le handicap. Sur ça n'a pas changé. D'accord. Est-ce que selon vous, le handisport il est moins médiatisé que les sports qu'on dirait classiques, enfin pratiqués par des gens valides? Tout dépend le sport qu'on considère. Il y a forcément des sports qui sont plus connus et reconnus que d'autres. Si on compare le handisport au canoë ou à l'aviron, forcément on est tout autant médiatisé, c'est-à-dire qu'on a une présence médiatique que lors des Jeux. Ouais. Voilà. Après, si on compare par rapport au foot, forcément on est moins médiatisé, mais ça c'est l'ensemble des sports qui le sont. Après, ouais. Sur des sports équivalents, c'est vrai qu'on l'est un petit peu moins, on est un peu moins reconnu, mais petit à petit on sent que ce sont des choses qui évoluent et qui arrivent à se démocratiser petit à petit. Est-ce que vous auriez un message ou un conseil pour une personne soit handicapée au quotidien, soit débutant en handisport? Ça serait la même phrase que celle que je vous ai dit tout à l'heure, c'est fait de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité, parce que je pense que c'est vraiment essentiel de pas se fixer de limites, d'avoir de l'ambition, d'avoir de l'envie, et malgré les contraintes qu'on rencontre, les difficultés, c'est de toujours continuer à y croire, de chercher à avancer, et puis s'il y a des difficultés, s'il y a des échecs, c'est aussi ce qui forge le caractère et qui fait qu'on sera plus fort demain. Sinon, après, on s'est renseigné sur l'événement des étoiles du sport. Oui. Et personnellement, j'ai trouvé ça un petit peu flou. Donc, est-ce que vous pourriez m'en parler un petit peu plus ou me dire si vous avez déjà été parrainée ou parrain? Alors moi, j'ai déjà été marraine il y a quelques années. Donc le but, en fait, c'est que chaque année, il y a des parrains et des marraines qu'on fait des exploits sportifs dans l'année, en fait, qui ont été des sportifs marquants de l'année, qui choisissent un jeune de leur discipline, un jeune qui n'a pas encore de résultats majeurs, pour finalement l'intégrer dans le circuit des étoiles. Et le circuit des étoiles, en fait, c'est du partage d'expériences. Alors il y a les étoiles d'hiver qu'on connaît bien, qui sont très médiatisées, mais on a aussi les universités d'été. Et l'objectif, c'est de créer un réseau autour de ces jeunes, de partager sur notre pratique de haut niveau, de les accompagner, de leur faire du partage d'expériences sur des choses qu'on a vécues, des petits trucs et astuces pour leur permettre de grandir sportivement plus rapidement. Et l'hiver, en fait, il y a le sportif de étoile de l'année qui est élu et qui reçoit une bourse par la FDJ, ce qui lui permet en fait financièrement, pendant 2 ans, d'être accompagné par la Française des Jeux. C'est un peu comme le Ballon d'Or, on va dire. Ça pourrait être comparé. Ouais, après c'est pas la même reconnaissance, ouais. Puisque c'est une élection interne, c'est basé sur plein de critères. L'intégration dans le groupe, les résultats sportifs lors des étoiles, mais finalement la saison du sportif ne compte pas pour son élection au trophée des étoiles. Ah d'accord. Est-ce que vous pourriez me donner un nom d'un des sportifs que vous avez parrainé?
Alors moi, je vais parrainer Valentin Bertrand, donc qui est un coureur de 400 mètres et de saut en longueur en handisport, qui a fait les Jeux en 2016 et qui a fait les championnats d'Europe cette année. Mais pour l'instant, il a pas de médaille. Il a eu une médaille au championnat du monde en 2017, il me semble, une médaille de bronze, mais c'est tout. D'accord. On passe dans un registre totalement différent. Quand on vous parle de films de science-fiction liés à l'augmentation de l'homme, enfin l'augmentation mécanique de l'homme, ce serait quel film en premier qui vous viendrait ? Bonne question. C'est plutôt un jeu vidéo qui me vient, un jeu vidéo sur lequel j'avais été marraine, donc c'est plutôt celui-là qui va me venir. Après, je suis pas très cinéma, donc sur ça, j'ai pas forcément trop d'idées. Après, on a les 4 fantastiques qui sont plus ou moins des humains augmentés. D'accord. Et le jeu vidéo, c'est quoi le nom ? C'était Deus Ex Machina, de mémoire. Ok. Toujours pour rester dans l'aspect futuriste, quelles inventions est-ce que vous voudriez voir apparaître sur le marché pour rendre plus pratiques certains mouvements ou certains déplacements ? Moi, je crois beaucoup dans l'arrivée des exosquelettes. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Mais j'aimerais que le format soit plus abouti, plus léger, plus accessible. Et forcément, on aimerait que toute cette technologie, elle coûte moins cher. Parce qu'actuellement, il y a plein de choses qui sont développées, mais ça reste encore des parts de marché qui sont très complexes et finalement qui sont pas accessibles au grand public. D'accord. Est-ce qu'il y a des risques ou des dangers de ces augmentations ? Pas forcément, comme dans toute chose positive qui est développée par la science ou pour la science, il y a forcément toujours des dérives et c'est très compliqué de les encadrer. Ça, malheureusement, on ne pourra pas, je pense, l'encadrer à 100%. Voilà, c'est toujours le problème, mais je pense qu'on ne peut pas non plus s'empêcher de faire de la recherche pour des jeunes ou des personnes en situation de handicap, juste si on pense aux dérives que cela pourrait avoir. Ouais. Et ma dernière question, c'est est-ce que vous pensez être l'exemple d'une augmentation mécanique humaine ? Augmentation mécanique, non, parce que dans mon cas, ça vient pallier une déficience et que pour l'instant, la prothèse ne remplace pas la jambe plus que ce qu'elle était avant, puisque vraiment quand on parle d'augmentation, c'est en quoi finalement ce que l'on rajoute sur nous permet de développer plus de performances que ce qu'on avait avant ou ce qu'on a actuellement. Nous, c'est pas notre cas en fait, ça vient pallier à une déficience que l'on a connue au cours de la vie ou lors de la naissance. Donc on n'est pas des hommes augmentés, on est simplement des hommes compensés par une haute technologie, mais peut-être que dans quelques années, effectivement, les prothèses seront tellement performantes qu'elles nous permettront de développer plus de performances qu'une jambe valide. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. D'accord.